Avant d'ouvrir cette seconde table ronde, je voudrais vous préciser que vous trouverez dans le dernier numéro du Nouvel Observateur un article écrit par Jean-Marcel Bougreau, qui nous fait le plaisir et l'honneur de suivre cette manifestation depuis son origine, sur cette question, un article donc qui traite de cette question de qu'est-ce que c'est qu'un bon restaurant. Et Jean-Marcel Bougreau a demandé à des chefs au nom connus, quand je vous parlerai de Ferran Adria, de Pierre Gagnère ou de Alain Ducasse, vous trouverez donc leur réponse à cette question. Réponse très très limitée dans son contenu, puisque vous n'avez qu'une page malheureusement, mais sur le blog de Jean-Marcel Bougreau, vous avez l'adresse de ce blog toujours dans le Nouvel Observateur, vous aurez l'intégralité des réponses, et je pense que c'est un élément, une contribution au débat particulièrement intéressante. Bien, donc seconde table ronde consacrée à un thème qui va peut-être paraître un peu plus ardu et austère, puisque la question que nous nous posons, c'est finalement un bon restaurant peut-il être rentable, ou comment un bon restaurant peut-il être rentable? Alors pour traiter de cette question, j'ai le plaisir d'accueillir un certain nombre de professionnels et puis aussi des spécialistes de la gestion hôtelière. Donc tout d'abord Bernard Clausel, qui est administrateur au groupe Loiseau, Pascal Gouraud, professeur à l'Institut d'économie et de management de Nantes, spécialisé en gestion hôtelière et qui actuellement poursuit un travail de recherche sur la relation entre coût, qualité, délai. Yves Candeborde, cuisinier, Hôtel Le Relais Saint-Germain, le comptoir de Relais, Paris. Marie-Claire Offray, professeur d'économie-gestion au lycée Guillaume-Tirel. Et Jean-Philippe Barret, professeur d'économie-gestion également au lycée du Gué à Trêmes, à Congy-sous-Thérouanne. Alors peut-être pour démarrer cette table ronde et ce thème sur la rentabilité ou la profitabilité d'un grand restaurant, quelques mots d'introduction. Vous savez que le secteur de l'hôtellerie est quand même le champion de France de la création d'entreprises. C'est aussi malheureusement le champion de France de la mort d'entreprises. Et l'autre élément d'information qui là est aussi, quand on évoque cette question de la rentabilité du restaurant avec le grand public, chacun d'entre vous a déjà entendu cette remarque de clients qui vont, pour leur plus grand plaisir, goûter aux joies d'un étoilé. Ils sortent en vous disant, mais avec le prix qu'on paye, quand même, qu'est-ce qu'ils doivent gagner comme argent? Et malheureusement, la réalité aussi économique, ce sont les déboires économiques d'un certain nombre de grands chefs qu'on a connus. C'est plus récemment un grand chef qui, invoquant la fatigue, mais aussi peut-être des questions, d'ordre économique, rend ses 3 étoiles au Michelin. On voit bien que derrière cette recherche de l'excellence dans la haute gastronomie, il y a un vrai problème, une vraie question sur le modèle économique. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, de laisser la parole aux différents intervenants professionnels, je voudrais passer la parole à Marie-Claire Offray qui a posé la question à 4 grands chefs sur qu'est-ce que c'est qu'un bon restaurant pour eux. Alors, je ne sais pas si les réponses vont corroborer les réponses que Jean-Marcel Bougreau a pu obtenir, et aussi leur vision, ces 4 grands chefs, leur vision de la rentabilité de leur établissement. Oui, alors lorsque j'ai été conviée à cette table ronde avec la question « Le bon restaurant est-il rentable ?», j'ai, outre les aspects techniques de rentabilité, j'ai eu envie de me tourner vers 4 chefs. Alors j'ai pris le parti pris d'aller voir des chefs positionnés plutôt sur de la haute gastronomie. Donc je suis allée interviewer Yannick Aleno, chef des cuisines du Meurice, élu chef de l'année. Je suis allée également interviewer Bernard Leprince, qui est le chef technique, le chef des chefs du groupe des Frères Blancs, 3e groupe de restauration commerciale en France. Michel Roth, qui dirige les cuisines du Ritz. Et Denis Fétisson, lauréat du Trophée Jacquard en 2006, meilleur espoir de la cuisine, et qui va reprendre qui va ouvrir avec Yannick Aleno les cuisines du restaurant Le Cheval Blanc à Courchevel. Donc la première question que je leur ai posée, c'était effectivement qu'est-ce qu'un bon restaurant, puis d'autres questions sur la rentabilité, la durabilité de la rentabilité. Et il était intéressant, outre le fait que
de par leur positionnement en haute gastronomie, ils travaillaient bien évidemment avec des produits frais, des produits de saison, qu'ils insistaient sur la qualité de la prestation et la durabilité de la qualité de la prestation. Au final, ils étaient tous à peu près d'accord pour dire qu'un bon restaurant va être un restaurant qui va répondre à une triple attente, donc un vrai triptyque sur la satisfaction de la clientèle, la satisfaction du personnel et la satisfaction des investisseurs. Alors il est vrai que les 4 chefs interrogés sont pour la plupart, mis à part Bernard Leprince qui est également associé du groupe des Frères Blancs, sont des chefs salariés. Donc la notion de satisfaction des investisseurs est importante. C'est peut-être pas, enfin, le chef propriétaire, lui, aura une vision peut-être différente. Ensuite, sur la notion de rentabilité, quand je leur ai demandé si leur restaurant était rentable et quelles étaient les conditions de rentabilité d'un bon restaurant, ils ont eu tendance à se focaliser sur la gestion du coût matière, c'est-à-dire l'optimisation de leur marge brute. Alors que finalement, en tant que gestionnaire, en tant que financier, nous allons plutôt faire une différence entre la marge brute, la profitabilité et la rentabilité. Donc je vais peut-être passer la parole à mes co-intervenants pour faire un point déjà sur la différence entre la rentabilité d'un restaurant et la profitabilité ou l'optimisation de la marge brute ou de la gestion du coût matière. Oui, je pense que c'est un point important parce que souvent on a tendance à mélanger un peu les concepts. Alors en matière de gestion, vous savez qu'on est souvent assez rigoureux et je pense que là, même si on est beaucoup dans la créativité, dans la haute gastronomie, qu'on doit le rester, il faut quand même être un peu rigoureux sur les concepts. Alors peut-être Bernard Clausel, sur justement, est-ce qu'on doit parler de rentabilité ou de profitabilité? Alors on parle des deux, évidemment. Simplement, on les confond souvent. Que ce soit au niveau d'un certain nombre d'articles de presse, que ce soit au niveau de réunions comme celle-ci. Il faut bien comprendre que la profitabilité, c'est le compte de résultat. Et le compte de résultat, n'est-ce pas, c'est ce que vous faites au niveau de votre exploitation en une année. Et donc, dans ce compte de résultat, il y a évidemment des facteurs d'appauvrissement, ce sont les charges, et vous avez des facteurs d'enrichissement, ce sont les produits. Alors il faut déjà, évidemment, que vos facteurs d'enrichissement l'emportent sur les facteurs d'appauvrissement, ce qui n'est pas évident. On parle toujours, effectivement, de coûts matière. Il n'y a pas du tout que ça. Il y a bien évidemment les frais de personnel. Il y a tout ce qui est plus bas au niveau des charges, et notamment ce qui résulte de ce que l'on appelle les coûts d'occupation. Les coûts d'occupation, c'est les loyers, c'est les redevances de crédit-bail, c'est les frais financiers qui peuvent être très élevés, et on peut être amené à avoir à couvrir au niveau des coûts d'occupation, qui dépendent du montage financier, du point de départ, énormément d'argent. Donc, problème, si vous voulez, de travailler d'abord sur le compte de résultat. La rentabilité, c'est le rapport entre un résultat et des moyens qu'on a mis, c'est-à-dire des capitaux qu'on a investis. Et on peut dire qu'en France, pratiquement, la rentabilité, elle est à un chiffre pour toute la profession, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays étrangers. Donc il faut bien distinguer ça. Marie-Claire Auffray a eu raison de parler du statut du créateur. Est-ce qu'il est propriétaire de ses murs ou pas? Est-ce que c'est lui qui a mis l'argent? Est-ce que c'est pas lui qui a mis l'argent? Bref, si on rapporte l'argent mis au résultat si vous voulez, ce fameux compte de résultat, on va pouvoir évaluer effectivement à ce moment-là la rentabilité. Mais il est très important de distinguer les deux. Voilà ce que je peux dire d'entrée là-dessus. Merci Yves Candeborde. Pour vous, la rentabilité, c'est uniquement une question de coût matière? Je vais vous dire, déjà, tout ce que monsieur a dit, pour moi, c'est pratiquement des charabias. Alors, moi, je suis un petit restaurateur. Moi, l'important, je reviens déjà par rapport à la première phrase que vous avez dit, quand vous avez parlé qu'en France, on ouvrait, on fermait autant de restaurants dans les deux sens, mais parce qu'en France, on a une profession qui n'est pas protégée. Une profession que n'importe quel non-professionnel peut intervenir. N'importe qui peut faire un restaurant. Déjà, je pense que c'est sans doute une des causes les plus importantes des fermetures d'établissements. Alors, qu'est-ce que pour moi une rentabilité d'un restaurant? Mais pour moi, tout simplement, c'est arriver à faire des bons achats, acheter une matière première fraîche impérativement. Quand on parle de gastronomie, moi, ça m'étonne que vous arriviez à penser qu'on ne peut pas travailler des produits frais. Non, mais quand vous dites on travaille des produits frais, c'est une logique. C'est que toute la gastronomie, on est obligé de travailler des produits faits pour les mettre en valeur.
c'est de faire des bons achats, d'acheter des produits de bonne qualité, de travailler dessus sur une marge. Nous, on travaille sur des coefficients qui sont de 3, 3,5. Et après, c'est impérativement donc arriver à les vendre à des prix raisonnables. Et quand je dis prix raisonnables, bon, c'est-à-dire que souvent, on est obligé de faire des coefficients plus importants quand le décor, quand l'assiette, quand il y a le cristal, quand il y a l'argenterie. Mais je pense qu'il faut impérativement continuer sur la haute gastronomie à arriver à rendre la gastronomie accessible. Et quand on arrive à faire une bonne matière première, un coefficient adéquat, un accueil, une convivialité et une qualité dans l'assiette, votre restaurant est obligatoirement rentable. Alors après, quand je vous entends parler, on ne parle pas de la même chose, quand vous êtes, parce que vous parlez peut-être sur un grand groupe, mais je pense qu'il y a quand même une grande partie de la restauration française qui sont des petites entreprises. Je pense que les valeurs traditionnelles de notre métier sont ceux-là. Bon, vous travaillez, chacun le sait, à Paris, dans des conditions particulières, dans un quartier qui vous assure une clientèle à un niveau régulier, on va dire, travailler dans le haut de gamme. Est-ce que, pour vous, les conditions de la profitabilité ou de la rentabilité sont les mêmes, quel que soit l'établissement, qu'ils travaillent de façon... on a évoqué des établissements plus saisonniers, on a parlé de Courchevel, quelle que soit la taille, quel que soit le type de restauration. Est-ce qu'il n'y a pas... Alors, on a vu le coût matière est un élément important, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des éléments qui sont variables en fonction de la taille de l'établissement ? Je pense déjà quand on s'installe soit à Paris, qu'on s'installe soit en Bretagne, soit dans une région de France, quelle que soit la région, je pense qu'avant peut-être de mettre en place une stratégie, il y a quand même une étude importante de se rendre compte si localement, quel est le potentiel client local. Après, si on pense qu'on peut attirer pour une raison, pour une prestation de service, pour des choses différentes, une clientèle venant de l'étranger, venant de l'extérieur, à des prix très importants, je pense que c'est une prise de risque qui doit être calculée et que chacun, après, individuellement, doit avoir le savoir et doit avoir à un moment donné, doit se rendre compte à un moment donné que le risque est important. Je veux dire, à un moment donné, on n'impose à personne de s'installer, de vouloir impérativement faire une piste d'hélicoptère, de faire une piscine, de faire des choses qui ne sont pas dans l'assiette. Je crois que l'important avant tout, c'est que surtout, la base, c'est de penser à une rentabilité. Et une rentabilité, penser qu'obligatoirement pour avoir de la rentabilité, il faut avoir de la clientèle. Donc à un moment donné, il faut aller chercher le client qui est peut-être à proximité ou pas trop éloigné pour que au quotidien, on ait un taux de remplissage qui soit assez élevé. Je veux dire, c'est des choix personnels. Je pense que chacun est libre de ses choix. Et c'est des choix personnels et individuels. Voilà. Pascal Gouraud, dans votre étude sur recherche la liaison, la relation entre le coût, la qualité et les délais, est-ce que vous avez constaté effectivement des conditions de profitabilité différentes ou des invariants sur cette question ? Bon, il y a une chose qui ressort de tous les entretiens, c'est le fait que tous les chefs qu'on a rencontrés ou les directeurs de restaurants qu'on a rencontrés disent la qualité pour un restaurant, pour un bon restaurant, est le problème numéro 1. C'est-à-dire qu'il faut tout organiser en fonction de la qualité. Donc, si vous voulez, vont découler des choses au niveau des coûts, parce qu'effectivement, la qualité va dépendre, par exemple, de la qualité des produits que vous allez vous procurer. Donc, je dirais que là, je rejoins ce qui a été dit il y a quelques instants, c'est-à-dire que bon, il y a un très gros travail au niveau des approvisionnements, et là, le rôle des responsables de cuisine, des gens qui sont chargés des achats est déterminant. On s'aperçoit également que, et disons, je rejoins un peu sur ce terrain ce que dit Yves Comte-Deborde, c'est-à-dire qu'il y a une nécessité d'une très très grande rigueur dans le métier, c'est-à-dire dans le travail qui est fait, dans les mises en place qui peuvent précéder les services, dans la relation entre la salle et la cuisine, de faire en sorte, par exemple, qu'au niveau des délais, on ait des clients qui soient satisfaits. Donc, on a au niveau, je dirais, des facteurs qui vont peser sur la profitabilité et donc à terme sur la rentabilité, le fait que l'exercice du métier, de la cohérence de ce qui est fait dans le restaurant soit absolument déterminant. Si on approfondit un peu cette notion de chaîne de valeur, finalement, dans un bon restaurant, dans un grand restaurant, situé dans un restaurant de haute gastronomie, il y a une chaîne de valeur quand même très particulière, très spécifique. On a évoqué les coûts matières. Quels sont les autres postes sur lesquels on peut jouer tout en conservant cette qualité et qui induisent ou n'induisent pas ou obèrent la rentabilité, la profitabilité ?
les deux gros coûts qu'il y a dans une entreprise, c'est la matière première et les frais de personnel. Si vous rognez sur la matière première, donc vous achetez une matière première de moins bonne qualité, ou alors vous rognez sur les portions, donc vous perdez en quantité. Si vous rognez sur la masse salariale, c'est-à-dire que quelque part, vous rémunérez moins vos employés, obligatoirement, il y a une motivation qui est moindre. Donc c'est les deux gros coûts. Après, il y a des coûts supplémentaires, mais qui sont des coûts c'est pas une obligation pour faire un bon restaurant. Un bon restaurant, ça restera toujours une qualité de produit, un bon service, une bonne assiette. Qu'on ne croive pas que, je ne sais pas qui l'a dit, je crois que c'est Kurlowski qui avait dû le dire, on ne va pas au restaurant pour manger les rideaux. Il ne faut jamais qu'on l'oublie, ça. Il ne faut jamais qu'on l'oublie. On peut très bien prendre une très bonne assiette, de porcelaine de Limoges, sans être obligé d'y mettre une feuille de retour. Ça ne changera pas le goût de l'assiette. Je veux dire, ça, c'est une base. Alors après, il y a beaucoup de coûts, que ce soit l'art de la table, le décor de l'établissement, les chaises, tout ça, ça peut être un coût supplémentaire c'est vrai que ça devient dur à supporter. Donc il faut employer des coefficients supplémentaires, mais ça ne donnera pas plus de goût à votre poulet s'il est bien rôti ou à votre lièvre à la royale. C'est une certitude. Bon, alors effectivement, je crois que c'est déjà une belle expression. On vient pas, que certains connaissaient déjà, on ne vient pas dans un grand restaurant pour manger les rideaux, certes, mais tout de même, même si effectivement un des plus grands guides gastronomiques connus se défend d'aller chercher autre chose que la qualité de l'assiette, tous les grands chefs qui ont, à un moment donné, évoqué cette question de la course à la 3e étoile notamment, ont toujours évoqué l'investissement, et donc l'investissement concrètement, les sommes à investir pour obtenir cette 3e étoile. Et quand on connaît la qualité des prestations de ces grands chefs, on quand même se poser la question de savoir si quelque part on ne mange pas un peu les rideaux, ou du moins si on ne les paye pas. Jean-Philippe Barret, sur cette question-là de la chaîne de valeur et de ce qui fait qu'à un moment donné, entre 2, 3 étoiles, on peut avoir des profitabilités différentes. Alors il y a différentes études qui ont été faites sur les restaurants 2 et 3 étoiles. On s'aperçoit, en tout cas ce qui est clair, c'est que les restaurateurs qui cherchent à avoir la 3e étoile vont investir énormément. L'un des exemples, c'est dans le sud-ouest de la France, où un restaurateur a investi en 6 ans 18 millions pour obtenir son étoile. Dans l'Île-de-France, un autre restaurateur, pour l'obtention de sa 3e étoile, a investi 3 millions. Donc on est vraiment sur des investissements très très importants pour essayer d'attirer la renommée. Et effectivement, ça peut être un facteur important qui pèse sur la rentabilité. Alors maintenant, est-ce que le fait de passer de 2 à 3 étoiles, ça attire davantage de clients? Évidemment oui. Est-ce que c'est les mêmes clients? Non. Il y a effectivement une clientèle spécifique pour les 3 étoiles qui va débourser largement plus. On peut aussi voir l'inverse. Les restaurants qui ont 3 étoiles et qui diminuent n'ayant plus que 2 étoiles vont avoir une diminution de leurs clients. Néanmoins, cette diminution de cette distinction va quand même en général maintenir un niveau de rentabilité parce qu'ils vont, pour un certain nombre d'entre eux, chercher d'autres moyens de diversification et c'est ce qu'on va voir après. Alors, le groupe Loiseau, qui a connu effectivement une période difficile, laquelle on va pas s'étendre, mais conserver sa 3e étoile, et je crois en fait aussi une stratégie. Et comment est-ce qu'il aborde cette question du maintien à la fois de la qualité et de la satisfaction des clients, mais aussi de cette profitabilité qui passe par le maintien de cette 3e étoile? La profitabilité à Saulieu est un problème extrêmement difficile. Comment faire venir, comme disent les spécialistes du trafic, c'est-à-dire comment faire venir des gens, comment faire venir des clients à 200 km de Paris dans un 3 étoilés Michelin. Donc c'est un problème majeur de chiffre d'affaires. Hein. Et puis deuxièmement, de l'autre côté, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des charges considérables. Quand on est à 30%, plus ou moins 2 ou 3 de coûts matières et à 42% de frais de personnel, on comprend bien qu'il reste, si vous voulez, un RBE, un résultat brut d'exploitation qui est relativement faible, et il faut que ça suffise pour couvrir les lourdes charges financières et les investissements, et donc toutes les charges qui tournent autour. Donc c'est un problème qui est difficile, et moi je dirais que le bon restaurant, si tant est que certains considèrent qu'il soit bon,
il peut être rentable, mais que c'est très difficile à maintenir. Hein, voilà. Concernant les restaurants parisiens, les choses sont différentes. Il ne s'agit pas d'étoiler, il s'agit de restaurants de très bonne facture, entre guillemets, avec des tickets moyens de 37 € par exemple pour Tante Louise. La problématique, elle est de faire venir et de fidéliser une clientèle qui est justement très souvent là. Et si vous voulez, un des mêmes problèmes que Saulieu, c'est de maintenir ce type de clientèle-là. Hein. Parce qu'il n'y a pas 36 solutions au niveau du compte de résultat. Soit on essaie d'accroître le chiffre d'affaires. Pour accroître le chiffre d'affaires, il faut vendre plus, éventuellement à des prix plus élevés. Si vous vendez beaucoup plus cher, il y a des gens qui ne viendront plus, et augmenter les quantités vendues, c'est loin d'être facile. De l'autre côté, il faut baisser les charges. Mais comment baisser les charges? On ne peut pas toucher aux charges de structure ni aux charges fixes. Les seules charges sur lesquelles on pourrait éventuellement travailler, ce sont les matières, mais comme l'a fort justement dit notre ami professionnel, c'est que si jamais on baisse le coût matière, on n'a plus de produits nobles et on sert aux clients des produits qui ne sont pas extraordinaires. Donc, si vous voulez, sur la baisse des charges, c'est extrêmement difficile. Et comme c'est extrêmement difficile sur l'accroissement du chiffre d'affaires, eh ben c'est très difficile tout en bas. Hein. Et donc, c'est pour ça que nous sommes dans des taux de marge qui peuvent être faibles et forcément, par la suite, des taux de rentabilité qui peuvent être également faibles. Voilà. Des réactions, Yves Cantebord. Oui, donc par rapport au fonctionnement de toutes ces grandes maisons, que ce soit le Ritz, le Crillon ou Saulieu, moi qui j'ai travaillé, c'est un bon exemple, j'ai travaillé 5 ans au Crillon, 5 ans au Ritz, et j'emploie pratiquement le même coefficient que j'emploie au comptoir à l'heure actuelle. Et c'est vrai que le vrai problème, je pense qu'il faut se poser, c'est de se dire que ce soit Saulieu ou les autres maisons, ils font un produit d'exception. Ça, il n'y a pas photo, tout est parfait, l'art de la table, le service, le décor, la matière première est exceptionnelle, tout est parfait. Mais le vrai souci, c'est qu'ils sont obligés d'employer un coefficient qui a des charges supplémentaires, donc que le coût final pour le client est élevé. Le vrai problème, je crois, qu'on faut se poser, c'est se dire, est-ce qu'en France, il y a encore une enveloppe de clients assez importante qui peut continuer à aller dans des restaurants qui valent 300 €. Et ça reste un rapport qualité-prix. Moi, le premier, quand je vais dans ces maisons-là, quand je vois les prestations de services qu'ils font, la qualité qu'ils donnent, malgré le prix, je sais que c'est quand même un rapport de qualité-prix intéressant. Mais ça a une somme d'argent quand même très importante pour le commun des mortels. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir la réflexion de se dire, eh bien, on va faire des 3 étoiles Michelin à moins de 100 € pour redynamiser, pour ramener une clientèle française, pour redonner de la vie à ces lieux? Est-ce que ce ne serait pas ça? Une question là, technique, et je m'adresse aux professionnels. Bernard Closet venait de dire évoquer la question du gestion de trafic, la difficulté d'augmenter le chiffre d'affaires. Il y a un certain nombre de maisons dans la haute gastronomie qui travaillent, bien que, paraît-il, ça ne soit pas possible en France, sur le double service, hein, sur essayer d'avoir 2 services et d'enchaîner 2 services. Et là, parmi les professionnels, on semble avoir une position assez tranchée. Hein. Il y a les à fond pour, et il y a ceux qui disent non, c'est pas possible parce que nous, la qualité de service, c'est un service et le gens peut rester. Les personnes, le client peut rester 4 heures, peu importe. On ne va pas le mettre dehors au bout de 2 heures. Je prends l'exemple souvent des Américains, mais ils sont arrivés à ça depuis très longtemps. Le 3 étoiles Michelin aux États-Unis, à New York, fait ces 2 services et ça pose pas de problème. Mais nous, culturellement en France, est-ce que nos clients, et même moi-même, si vous allez manger comme dans un restaurant de très haut niveau, on a envie d'y rester, on a envie de boire l'armagnac, on a envie de fumer le cigare. C'est culturel chez nous, je pense. Hein. Oh, la question de... Bon, je vais prendre l'exemple des 2 brasseries parisiennes, par exemple. Il est clair que quand des clients arrivent le soir à 19h30, il est très difficile de leur demander de terminer à 22h. Donc, on a totalement exclu l'idée des 2 services. C'est une question qui a été évoquée de nombreuses fois en conseil d'administration. Ça veut dire qu'il faut, comme dirait le directeur Emmanuel, doubler les équipes en cuisine. Ça veut dire que les clients qui ne sont pas partis à 10h30 et ceux qui arrivent se télescopent au bar ou ailleurs. Et donc, nous avons totalement exclu, avec un taux d'occupation le midi et le soir de 73%, on a complètement exclu le double service. Ce n'est pas forcément un bon choix. Mais en tout cas, c'est le choix qui nous a paru le plus pertinent pour maintenir le chiffre d'affaires que nous faisons à l'heure actuelle. Et le chiffre d'affaires, si vous voulez, c'est un chiffre d'affaires qui, certaines années, comme il y a 2 ans, ne couvre pas les charges. Pour vous donner une petite idée, le chiffre d'affaires journalier est de 10 000 €, plus ou moins 2 000.
quand nous avons 232 jours d'ouverture dans une année ou 234 jours d'ouverture. Les 3 jours de différence représentent 30 000 euros de chiffre d'affaires. 30 000 euros de chiffre d'affaires, ça nous fait basculer d'un côté ou de l'autre côté du point mort. Alors il y a des gens qui disent « Oh il n'y a qu'à ouvrir 5 jours de plus, fermer 5 jours de moins ». On ne peut pas faire ça. Nous donnons le samedi-dimanche au personnel pour que les équipes soient bien dans leur tête et bien dans leur peau. C'est fondamental en cuisine. Et on ne peut pas, comme ça, décider qu'on va ouvrir le samedi-dimanche. Pour quel client d'ailleurs ? Parce que le midi, c'est de la clientèle d'affaires à 60%, et le soir, c'est de la clientèle de touristes et de la clientèle du quartier. Donc c'est extrêmement difficile de toucher au modèle. Et quand on essaye de réfléchir à la façon de modifier le modèle, on a beaucoup de mal. En l'état actuel des choses, je pense que pour 2008, par exemple, nous serons bénéficiaires, mais à la date où nous parlons aujourd'hui, je n'en suis pas sûr. Parce que ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre, par exemple, du mois de décembre. Ça va dépendre du climat. Pour vous donner une autre petite idée, un ravalement, n'est-ce pas, dans la rue Boissy-d'Anglas, c'est 20% de chiffre d'affaires en moins pendant 4 mois. Les gens ne rentrent pas. Il y a un ravalement, il y a des échafaudages. On ne va pas chez Tante Louise tant que les travaux ne sont pas finis. Voilà un petit détail, mais qui est extrêmement sensible. Et mon collègue et mon voisin a pu interviewer Emmanuel, qui est le directeur de l'établissement. C'est extrêmement sensible, extrêmement fragile. Hein. Autrement dit, parce que bon, vous avez évoqué notion de point mort, RBE, etc. Pour parler clair et simple, vous êtes sur le fil du rasoir en permanence. On est sur le fil de rasoir en permanence, effectivement. Le groupe a fait un petit bénéfice en 2008, un petit bénéfice en 2007, c'est-à-dire 1 an plus tôt que prévu, au prix d'efforts considérables, car entre parenthèses, quand Bernard Loiseau nous a quittés, pas grand monde en donnait, si vous voulez, un avenir lointain à l'entreprise. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc il a fallu toute l'énergie de Dominique Loiseau pour maintenir en vie le groupe, dans un premier temps, et il est actuellement profitable un petit peu et rentable un petit peu. Jean-Philippe Barret, sur cette question-là du double service, vous n'êtes pas complètement d'accord, je sais, avec cette position de l'impossibilité en France de faire un double service. Oui, et je rebondis justement sur cette notion de développement du chiffre des ventes en restauration, du chiffre d'affaires et ventes en restauration. Il y a plusieurs possibilités. Effectivement, sur le double service, on est sur une conception assez traditionnelle de la restauration haute gastronomique, où on estime que le guide Michelin ne va pas récompenser des établissements qui font plusieurs services. Et effectivement, c'est ce que vous disiez, à l'étranger, on n'est pas du tout sur cette logique-là. Il y a d'autres chefs, comme par exemple Joël Robuchon, qui ont développé l'atelier de Joël Robuchon, où on est sur une rotation du service et ça plaît énormément aux clients. Alors l'autre optique pour développer le chiffre d'affaires, on est sur l'utilisation des nouvelles technologies et notamment des sites qui vont être chargés de vendre des prestations de restauration. Les hôteliers ont fait ça depuis déjà de nombreuses années, avec un prix affiché qui n'est pas forcément le prix réellement pratiqué, et qui vont laisser leur disponibilité auprès des intermédiaires. En restauration, ça commence à se faire déjà depuis plusieurs années, aux États-Unis, ça se fait en Angleterre, ça se fait dans le sud de l'Europe, et puis en France, ça fait à peu près 1 an maintenant, ou 2 ans, que des premiers sites se sont créés pour distribuer de la restauration. Alors ce qui est assez amusant, c'est que les mêmes chefs d'entreprise qui ont des restaurants en France et aux États-Unis faisaient ce système de distribution de la restauration sur Internet aux États-Unis et se refusaient à le faire en France. Donc culturellement, il y a pour l'instant des réticences fortes à vendre des prestations de restauration via Internet. Je finis sur le développement du chiffre d'affaires. Bien évidemment, les restaurateurs vont avoir tendance à trouver de nouvelles activités qui vont avoir une rentabilité bien supérieure pour réussir à accroître leur chiffre d'affaires sur des produits dérivés, sur des licences, sur d'autres activités. Mais alors, nous aborderons cette question des produits dérivés et de finalement comment gagner de l'argent dans ce secteur d'activité. Mais je reviens sur vos propos, je reformule un peu vos propos. Est-ce qu'il n'y a pas derrière une conception nouvelle de la haute gastronomie et du service offert aux clients
quand vous parlez de vente par Internet, quand vous parlez de l'atelier Robuchon. Bon, c'est une nouvelle approche finalement. On est moins dans la conception traditionnelle telle que l'évoquait Yves Candebord, où finalement on sait que ce qu'on offre aux clients, du calme, de la volupté, du plaisir, dans une conception quand même qui est assez culturellement ancrée chez nous. Est-ce que vraiment c'est de l'ordre du concept réservé à une petite clientèle, des happy few qui feraient des bobos un peu en quête de modernité, mais est-ce que le cœur de métier, le cœur de la clientèle, ceux qui sont prêts à payer plus de 150 €, 200 €, ils sont vraiment très sensibles à ces innovations, Yves Candebord? Non, moi, je connais pas trop, je suis assez vieux là par rapport à tout ce qui est Internet, donc c'est pas trop ma tasse de thé. Non, moi je pense pas que c'est pas avec ça que je vais développer mon chiffre d'affaires. Je pense qu'avant tout, je vais développer mon chiffre d'affaires, c'est parce que je vais me remettre en question tous les jours, parce que je vais être présent un maximum dans mon entreprise, parce que je vais essayer en permanence de trouver des nouveaux produits, de suivre des produits de saison, de diversifier ma carte, de façon à ne pas lasser ma clientèle, que la clientèle qui revient tous les journalièrement trouve une carte qui bouge, qui suit. Je pense qu'après, l'important, c'est tout le temps essayer de donner beaucoup de soi, tout le temps donner beaucoup de chaleur. Souvent, dans des je ne sais pas des grandes maisons, c'est peut-être pas le mot, mais surtout faire attention de ne pas faire des musées. Je refuse d'être un musée, je refuse d'être visité. Je veux continuer à ce que les gens viennent chez moi pour manger, pour le plaisir de manger, pas pour venir voir, pour regarder. Je crois que toutes ces bases-là sont importantes, quel que soit le niveau. Parce qu'on parle de bons restaurants, mais vous savez, la recette, elle est identique entre un petit restaurant de quartier, un petit bistrot, un bistrot gastronomique, un 3 étoiles. Les recettes de base sont identiques. C'est toujours la même chose. C'est du produit, de la qualité, de l'honnêteté, de la convivialité et de l'amour. Il faut être amoureux de faire ce qu'on fait. Et puis je pense que l'important... Un peu technique aussi quand même, non? Pardon? Un peu technique quand même aussi. Oui, mais je veux dire, la technique, c'est notre apprentissage, c'est notre formation. Et après, je crois que la clientèle est de plus en plus attachée à des établissements qui sont tenus par des auteurs, tenus par des gens qui ont des convictions, et que ce soit une cuisine traditionnelle, moderne, fusion, tout ce qu'on veut, tant que c'est fait par des personnes qui ont cette conviction-là, qui l'ont au fond du cœur, qui le font avec amour, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Ouais, on voit bien l'intérêt de faire intervenir des professionnels et des professionnels amoureux quand on a ce genre d'intervention. Sur cette question du rapport entre le coût et la qualité, et notamment dans la haute gastronomie, est-ce que au cours de vos recherches, Pascal Gouraud, vous avez été amené à explorer d'autres pistes que celles qui viennent d'être évoquées là? Bon, nous, on a travaillé, il faut le dire, pas uniquement sur la grande gastronomie. Donc, on a balayé toute la restauration commerciale. Donc, on sait qu'il y a d'énormes différences entre les différentes catégories de restauration. Bon, mais moi, je voudrais revenir quand même sur le problème coût-qualité. Il y a quand même une chose. On a parlé tout à l'heure des problèmes de coûts d'occupation. Et le problème des coûts d'occupation, je suis désolé de le dire, mais il faut revenir à une chose très basique en restauration, c'est est-ce qu'on a des clients ou pas? Bon. On a pris quelques exemples de restaurants qui finalement n'ont pas de problème de clientèle. C'est-à-dire ont une capacité de remplissage qui est relativement facile, etc. Si on excède ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi un taux de remplissage? C'est quoi? C'est 80, c'est 70, c'est 60, c'est quoi? Et on parlait des services tout à l'heure, c'est-à-dire que pendant votre service, vous avez 50% de chaises qui sont occupées, vous en avez 80%, vous en avez 90%. Bon. Et le problème du double service aujourd'hui, il est aussi posé à ce niveau-là. Donc faire un deuxième service, il faut savoir, et Bernard parlait de Tante Louise, et donc on a regardé l'exemple de Tante Louise, faire un deuxième service chez Tante Louise, même si le restaurant est relativement plein sur un premier service, en gros, c'est couler le restaurant. Parce que le deuxième service ne sera pas totalement plein, il va falloir embaucher du personnel en plus, il y a des coûts qui sont dérivés par un deuxième service qui font que ce n'est pas gérable. Pour donner un exemple, il y a des réservations possibles par Internet. Et il faut le dire très clairement, aujourd'hui, la réservation par Internet sur un restaurant, c'est quelque peu risqué pour le restaurant, parce que vous ne maîtrisez plus le client, vous ne l'avez plus en face de vous, vous ne lui avez plus parlé, vous ne savez pas à quelle heure il va arriver, vous ne savez pas à quel moment il va venir, s'il sera en retard, pas en retard, ce qui rend, pour les gens du restaurant, le travail extrêmement complexe et qui peut totalement désorganiser le fonctionnement du restaurant.
Donc je crois qu'il faut faire très, très attention sur le problème de la multiplication des services, par exemple, parce que la multiplication des services, c'est des coûts en plus, et si ces coûts, vous ne les répartissez pas sur suffisamment de convives, c'est la faible profitabilité ou la faible rentabilité de l'ensemble qui va tomber. Donc disons que c'est quelque chose qu'on a regardé en plus dans les chiffres. Je veux dire que ce n'est pas simplement de la théorie, on a regardé dans les chiffres ce que ça donnait, ce qu'il fallait comme personnel en plus et tout. Donc il faut revenir à des choses simples, c'est-à-dire que déjà, est-ce que votre restaurant il va être plein? Et je dirais qu'un des éléments déterminants de la profitabilité d'un restaurant, c'est avant tout d'être capable de le remplir pendant toute votre durée d'ouverture d'une saison. C'est ça qui est fondamental. Et donc on revient à des principes de base. Est-ce que vous avez bien choisi votre emplacement? Est-ce que vous connaissez bien votre clientèle? Est-ce que vous êtes capable de la fidéliser? Est-ce que vous êtes capable de la faire manger, je dirais, ou de lui proposer des prestations qui lui correspondent? Donc c'est là que se joue l'enjeu. Et vos coûts d'occupation, ils ne seront couverts que si vous avez suffisamment de convives dans le restaurant. Et donc tout dépend effectivement, je dirais, de la qualité du chef de cuisine, de la qualité de l'accueil. On revient sur les métiers de base de l'hôtellerie et de la restauration. Par rapport au second service, moi je suis un exemple type parce que je pense que j'ai dû instaurer le second service à Paris. Donc c'est vrai que je fais un peu de parisianisme, mais malheureusement je ne peux parler que de ça, je connais que ça. Par rapport au second... Malgré l'accent. Pardon? Malgré oui, l'accent. Malgré l'accent. Par rapport au second service, alors, vous me dites que c'est pas faisable, je vous écoute. Moi je vais vous prendre un exemple concret et très simple que tout le monde va comprendre. Restaurant de 100 couverts, 100 places assises. Vous avez 100 personnes qui arrivent. Il vous faut le personnel pour recevoir 100 personnes. C'est logique. Restaurant de 30 couverts. Vous avez 30 personnes qui arrivent, donc vous avez le personnel pour 30 personnes. Et si vous arrivez à faire un second service, qui est sur les horaires, qu'on arrive à le faire, nous on arrive à le faire à 10h, je n'embauche pas de personnel de plus. Oui, mais ça me permet, je finis, ça me permet de gagner en rentabilité. Parce qu'étant donné que les personnes qui ont servi 30 vont en servir 15 après, donc je fais 15 couverts de plus, je gagne en rentabilité, donc ça me permet, moi, d'avoir une marge par rapport au coût du personnel un peu plus importante, de gagner, donc de pouvoir acheter un produit qui est d'une qualité supérieure à ce que j'aurais pu acheter. Au lieu d'acheter de la sardine, je vais acheter de la sole. Et seconde chose, ça me permet, après à moi, ça me permet justement de vendre un produit à la clientèle à un coefficient un peu modéré, étant donné que j'ai rentabilisé mon fonctionnement. Je pense qu'il faut sans doute y réfléchir énormément pour arriver à avoir des restaurants d'une bonne rentabilité, pour qu'il y ait une stabilité, qu'on ne se retrouve pas à vivre en permanence sur un fil du rasoir, justement instaurer peut-être un fonctionnement un peu dans ce système-là pour être plus à l'aise financièrement, pour ne pas avoir toujours les banques sur le dos. Oui, alors je vous suis, mais il y a quand même une petite remarque, un petit bémol à donner. C'est à condition qu'on puisse faire un service qui soit relativement court et que vous puissiez faire un deuxième tour. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas forcément le restaurateur qui va en décider, c'est le client. Vous avez raison, c'est vrai qu'il faut trouver des clients qui sont capables de venir manger à 14h, capables de venir manger à 10h. Ça, c'est encore... Mais bon, je vous ai dit que je faisais du parisianisme. Non, mais... Bon, je crois écoutez... que ça dépend surtout, juste pour finir, ça dépend surtout aussi, y compris dans la gastronomie ou dans le bon restaurant, ça dépend aussi du type de bon restaurant dans lequel on s'inscrit. Est-ce qu'une brasserie, ça va fonctionner exactement de la même manière qu'un 3 étoilés Michelin, etc. C'est très différent et les temps d'accueil vont être très différents. Oui, il paraît que dans certaines maisons, on a même travaillé la dureté des sièges et qui ne sont pas trop mous pour éviter que le client ne s'endorme et reste trop longtemps. Oui. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin, je trouve que l'image est quand même belle. Sur cette question, on va peut-être aborder un autre thème. Non, pas un autre thème, mais finalement, Yves Condebord, ça fait 30 ans que vous êtes restaurateur. Et moi, la question qui me vient immédiatement à l'esprit, vous n'avez jamais fait faillite de votre vie, donc vous êtes toujours satisfait de votre clientèle. Quelles sont les conditions d'une profitabilité, pardonnez-moi, je vais employer une expression, un adjectif durable, c'est un peu à la mode, mais facile, mais je crois que tout le monde comprendra ce que ça veut dire. Quelles sont les conditions finalement pour que le bel établissement qui s'installe, qui satisfait sa clientèle, 30 ans après, il soit encore là et il arrive toujours à satisfaire peut-être pas la même clientèle, mais être toujours là, toujours présent? Mais je crois que c'est un côté très terrien. Bon, moi, je vous disais là, j'ai 5 ans le Ritz, 5 ans le Crillon, 3 ans la Tour d'Argent, 2 ans la Marée. Donc j'ai été élevé, on peut dire le mot, dans les grandes maisons, les 3 étoiles, les 2 étoiles.
Et je me suis dit, je vais m'installer, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ça? Est-ce que c'est l'avenir? Ou est-ce que je vais faire quelque chose qui va plus me ressembler? Je vais dépoussiérer, je vais faire tomber tout ce qui est lourd en charge. Je vais garder la même qualité d'assiette, je vais garder les mêmes produits, mais tant pis, je vais le faire dans une ambiance totalement délurée. Je vais demander au service d'être gentil, poli et compétent et efficace. Alors, on ne sert pas le vin, on n'amène pas les boules de pain, c'est une corbeille de pain qu'on couvre quand même à la minute. Le vin, on le fait goûter, on le pose sur la table. J'ai enlevé tout ce que je pouvais enlever, quelque part, les charges qui étaient trop importantes pour pouvoir faire un restaurant accessible. J'ai dit, je vais faire de la qualité et surtout, je me suis ouvert. Dans le sens, je me suis ouvert à la clientèle. J'ai dit, je vais pas faire un restaurant pour un style de clientèle bien précis. Je vais faire un restaurant où tout le monde peut s'y retrouver. C'est-à-dire que les habitués des grandes maisons viendront quand même parce qu'ils savent que l'assiette est du même niveau, mais il n'y aura pas le luxe, mais il n'y aura pas le service. Et je crois qu'on a fait, grâce à ça, on a fait un restaurant qui est rentable. On a 14 ans de régalade avec 12 employés, 9 employés pendant 12 ans. Donc ils sont restés, parce que les rémunérations étaient intéressantes et le challenge était intéressant. On a eu jusqu'à 1 an de réservation à l'avance. Quelque part, on a fait un restaurant qui est revenu à densité humaine. Est-ce qu'on n'est pas dépassé? Est-ce qu'à un moment donné, on ne sait pas, les cuisiniers, je vais faire une généralité, est-ce qu'on ne s'est pas pris un peu trop pour des artistes? Est-ce qu'on a oublié que notre métier de base on était des artisans? On était quand même là pour nourrir les gens, même avec notre personnalité, avec des cuisines, chacun vue différente. Il ne faut jamais oublier quand même que notre métier de base, c'est nourrir les gens et donner du plaisir. Et je pense que notre réussite actuelle et la stabilité de l'entreprise, c'est justement parce qu'on a des entreprises où à l'heure actuelle, on fait un café-brasserie. Je vous prends un exemple. Eh bien, je sers une salade niçoise avec un coca et à côté, il y a des clients qui vont boire un château Rayas avec un lièvre à la royale. On a réussi à un moment donné à faire un amalgame de façon justement à stabiliser. Et une chose très importante, surtout quand on est en période de crise, et moi je pense que j'ai démarré dans les années 90 en pleine période de crise, j'ai essayé de fidéliser une clientèle exclusivement française. Parce que je crois que d'essayer d'aller chercher des clients qui ont des pouvoirs d'achat beaucoup plus importants dans le monde entier, certes c'est très intéressant, sauf qu'au moindre problème économique, qu'il y ait une guerre, ces gens-là disparaissent et vous vous retrouvez avec des restaurants, des taux d'occupation très bas. Tandis que la clientèle française est très importante parce que moi-même, l'homme d'affaires, les journalistes, les avocats continuent quand même s'il y a des crises, continuent tout le temps à travailler, à faire du business. Et donc, ça permet toujours d'avoir une stabilité dans une entreprise. Bien, alors sur cette question de la profitabilité durable, on vient d'avoir une opinion. Je voudrais, sans vouloir opposer les deux, donner la parole aux représentants du groupe Loiseau. Groupe Loiseau, on ne le sait peut-être pas trop, mais qui est coté en bourse. Alors, pour information, pour ceux qui auraient encore quelques liquidités, l'action valait 6,10 € récemment quand celle de Natexis. Natexis, ça vous dit peut-être quelque chose, hein? C'était une banque qui a géré avec beaucoup de prudence vos économies il n'y a pas si longtemps, ne valait qu'1,25 €. Investissez dans la haute gastronomie. Mais non, plus sérieusement, ce qui est quand même intéressant, c'est de savoir pourquoi est-ce que le groupe Loiseau, à un moment donné, s'est introduit en bourse. Et est-ce qu'il y a une relation? Est-ce qu'à cette époque-là, il y avait effectivement cette question de la profitabilité à long terme dans cette action, dans cette opération qui est quand même assez peu commune? Oui, c'était la première, il faut bien le dire, pour une petite entreprise avec un chef qui venait de reprendre assez récemment Saulieu. Donc le problème qui s'est posé en 98, c'est de trouver de l'argent pour moderniser Saulieu, pour construire l'hôtel, pour refaire les cuisines, et puis pour faire le spa, la piscine que souhaitait faire là-bas Bernard Loiseau. Donc l'introduction en bourse, si vous voulez, c'est ce que j'appelle une introduction en bourse saine. C'est trouver de l'argent, hein, et l'objectif n'était pas justement ni de spéculer, ni de faire du profit maximum, parce que ça n'est pas possible. Bon, ensuite, effectivement, la société est toujours cotée. Aujourd'hui, le titre ne bouge pas, car de toute façon, les gens qui possèdent des titres ne les vendent pas, et il y en a beaucoup qui préfèrent effectivement acheter Natixis. Qui est propriétaire, qui est dans le capital du groupe Loiseau? Voilà. Eh bien, Dominique Loiseau possède évidemment plus de 50% du capital. Ensuite, les banques populaires, dont on parle beaucoup, qui possèdent 30%, et puis le public.
hein. Donc le titre est extrêmement stable, voilà, parce que ça n'est pas un titre spéculatif, il est coté à 10h et à 16h tous les jours, et ça ne bouge pas. Alors maintenant, avec le recul, ça remonte à il y a 10 ans, était-ce une bonne idée d'aller en bourse à ce moment-là? Quand on refait l'histoire, il n'y avait pas tellement d'autres moyens de trouver de l'argent. J'ajoute que ça a beaucoup déplu, car il y a eu un petit encadré dans le journal Le Monde au moment de cette introduction en première page, qui grosso modo pouvait se résumer de la façon suivante. Que vient faire un cuisinier en bourse, hein? Donc, le cuisinier, après tout, il a le droit d'aller en bourse comme les autres, hein, faut bien dire. Sur le plan de la durabilité, actuellement, il y a donc 4 entités. Il y a Saulieu, il y a les 2 tentes à Paris, et il y a le restaurant qui a ouvert le 20 juillet 2007, qui s'appelle l'Oiseau des Vignes, à Beaune. Donc, qu'est-ce qui fait que dans ces choses-là, il y a, si je puis dire, un peu d'avenir? Le restaurant qui s'appelle, en ce qui concerne Beaune, l'Oiseau des Vignes, pardon, il s'agit de vendre du vin au verre. Ça marche très bien. Il y a une formule le midi à moins de 30 €. Et on peut acheter des vins de bonne qualité qui sont choisis par Eric Göttelmann. Hein, et on peut acheter du Clos Vougeot, on peut boire un seul verre, et la machine nous permet de garder le vin 15 jours. Bon, mais il y a des spécialistes du vin dans la salle, monsieur Paul Brunet notamment, qui nous dira ce qu'il pense de ce système. Donc, en tout cas, l'Oiseau des Vignes a très bien démarré. Par contre, toujours pour ce qui est de la durabilité et de la pérennité, on a fermé Tanjan, qui perdait de l'argent tous les jours, porte de Champéret, parce que c'est un établissement qui était très mal situé, beaucoup de concurrence dans le 17e arrondissement, il a fallu s'en séparer. Et puis, il reste les 2 restaurants parisiens, Tanjan et Tante Marguerite, dont j'ai dit tout à l'heure qu'ils étaient équilibrés. Hein. Alors, pour l'avenir, que faut-il faire encore pour développer tout ça? Alors, il se trouve que le client, effectivement, pour Saulieu, il y a beaucoup de clients qui viennent de Bourgogne, mais il y a aussi beaucoup de clients étrangers, des Suisses, des Japonais, des Belges, et moins d'Américains qu'avant, mais quelques-uns. Bon, et au niveau du château-hôtel, Dominique Loiseau est obligé d'aller aux États-Unis pour effectivement faire la promotion de l'établissement. Alors, on peut toujours être d'accord ou pas, mais faire venir la clientèle, c'est une bagarre quotidienne. C'est maintenir les paramètres de qualité, c'est, si vous voulez, un combat quotidien, c'est beaucoup de travail, hein, c'est beaucoup de détermination et beaucoup de pugnacité. Bon, et malgré ça, que sera le groupe dans 10 ans? Je ne sais pas. Voilà. Bon, écoutez, c'est une réponse comme une autre. Vous avez évoqué l'Oiseau des Vignes avec une innovation, donc c'est une très très bonne transition pour le dernier point qu'on voulait évoquer, c'est-à-dire la question des produits dérivés. Est-ce que finalement la rentabilité dans la haute gastronomie, elle n'est pas dans les autres choses que ce qui fait le cœur de métier et la réputation, qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette? Alors je vois déjà le regard assassin d'Yves Candeborn à ce sujet, mais avant cela, une conclusion peut-être de donner là, enfin une conclusion transition. Marie-Claire Auffret, dans les entretiens que vous avez eus avec ces grands chefs, est-ce que globalement les réponses qui ont été apportées autour de la table, vous les avez retrouvées, ou est-ce qu'il y a des éléments qui sont à compléter sur cette question de la rentabilité? Alors non, a priori, c'était à peu près tout a été évoqué. Moi, je voudrais revenir sur un exemple justement d'un restaurant qui se trouve en difficulté, qui n'est pour l'instant ni profitable ni rentable, pour expliquer un petit peu la démarche qui s'est passée. Donc c'est le restaurant La Marée, situé à Paris, spécialisé dans le poisson, racheté par le groupe des Frères Blancs. Donc au moment du rachat par le groupe des Frères Blancs, changement de chef au niveau des cuisines, donc perte de l'étoile au Michelin. Baisse de la fréquentation de 30%. Du coup, effectivement, le seuil de rentabilité qu'on a évoqué n'est plus atteint, puisque le taux de fréquentation d'établissement passe à 50%. Alors,
une fréquentation plus élevée le midi sur des hommes d'affaires, mais qui sont davantage pressés, donc qui consomment moins, avec un ticket moyen plus bas. Et le soir, une clientèle plus touristique, mais assez classique. Donc, qu'ont fait les responsables de la marée? Eh bien, justement, ils se sont intéressés aux différents leviers de cette profitabilité, c'est-à-dire le chiffre d'affaires. Malheureusement, le chiffre d'affaires, il était en baisse et non pas en augmentation. Donc, ils ont essayé de gérer la diminution des coûts. Donc, travailler sur l'approvisionnement. Donc, le rachat par le groupe des Frères Blancs a été bénéfique à ce niveau-là, puisque bénéficiant d'une structure extrêmement rodée, donc permettant d'avoir des économies au niveau de l'approvisionnement, tout en continuant à travailler avec des produits frais, des produits de saison, ça c'est très important, mais en bénéficiant d'une surface d'approvisionnement plus élevé, donc bénéficiant de prix plus bas. Ils ont travaillé également sur la gestion des coûts de personnel, l'optimisation des coûts de personnel. C'est-à-dire qu'ils ont fait une analyse poussée des pics de fréquentation. À quel moment de l'année, à quel moment de la journée on a davantage de fréquentation. Et ils ont mis en place une modulation du temps de travail. Ce qui a évité des licenciements, encore une fois aidé par le fait que ce soit un groupe, puisqu'ils ont pu reclasser le personnel dans les autres unités du groupe, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on est chef propriétaire d'un seul établissement. Donc, et ils essayent également de travailler sur des nouveaux concepts, c'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que le client veut absolument passer encore 2h30 à table? Donc je reviens sur le double service qui a été évoqué tout à l'heure. Ou est-ce qu'on peut jumeler deux clientèles? Alors encore une fois, c'est sur Paris, donc c'est pas la même problématique. Donc la réponse, c'est on peut effectivement aménager deux espaces de distribution. Un espace de distribution où finalement le client viendra consommer le même type de produit, mais avec un mode de consommation différent, au bar ou sur des tables avec tabouret, un peu comme à l'atelier de Joël Robuchon, et un service plus classique où là le client restera plus longtemps à table. Donc il y a vraiment une recherche. Et quand je demandais à Bernard Leprince quelle était la répartition de son travail entre créativité et gestion, aujourd'hui sur l'optimisation, puisque c'est un restaurant qui retend à être profitable mais qui n'est pas encore rentable, il est à 80% sur de la gestion, 20% sur de la créativité. Donc aujourd'hui, et je ferai la transition et après je vous laisse la parole, aujourd'hui, vous avez évoqué au départ la mortalité des établissements dans le secteur d'activité. Monsieur Candebord a évoqué le fait que c'était une profession qui n'était pas protégée. Il faut aussi avouer que les outils de gestion sont très peu utilisés par les restaurateurs. Avec Monsieur Barret, nous avons eu l'occasion de travailler sur une enquête réalisée auprès de 300 restaurateurs indépendants. Alors là, plus du tout positionnés sur de la haute gastronomie, hein, ça va de la pizzeria à la brasserie, au bistrot. Il est saisissant de se rendre compte que 13% des restaurateurs n'utilisent aucun outil de gestion, c'est-à-dire Navugavi. Lorsqu'ils utilisent des outils de gestion, c'est essentiellement la fiche technique, ou le recours au comptable. Le fait de s'intéresser... Profession respectable s'il en est. Tout à fait. Le fait de s'intéresser à tous les leviers et d'essayer de travailler sur les leviers, les différents leviers ensemble, est quelque chose qui est encore très peu répandu dans la profession. Donc peut-être aussi qu'il y a un message à faire passer. Très bien. Merci pour cette mise au point et cet éclairage particulièrement intéressant effectivement sur ces outils de gestion. Alors, je voudrais peut-être aborder donc le dernier thème que nous avions prévu, qui était celui, finalement, là aussi une idée fréquemment évoquée, répondue. En haute gastronomie, finalement, la seule façon de gagner de l'argent, c'est de vendre autre chose que ce qu'il y a dans l'assiette et de profiter de l'image du grand chef
qu'il ait pour essayer de vendre d'autres produits, des produits dits dérivés, alors qui peuvent être en relation directe, hein, ce sont des chambres, c'est l'hôtellerie, mais aussi s'éloigner assez rapidement, sans évoquer les campagnes de publicité que certains grands chefs ont fait pour des produits assez éloignés de la haute gastronomie. Donc est-ce que sur cette question, peut-être Yves Candebord, puisque je vous ai vu réagir à ces propos. Non, juste par rapport à l'hôtellerie, parce que j'en parle parce que j'ai un hôtel aussi, l'hôtellerie, je dirais que pour moi, c'est pas un produit dérivé, c'est un complément. C'est un complément d'une forme de vie professionnelle. Le fait d'avoir l'hôtel, je trouve que on a amené notre métier. Moi, j'ai essayé d'amener le lieu un peu aux côtés de pension de famille. Donc, je pense que c'est un complément. Après, quand vous dites, je sais pas si les gens peuvent arriver à raisonner comme ça me paraît un peu aberrant pour moi qui est très terrien. C'est penser monter un restaurant et se dire, je le rentabiliserai en vendant autre chose, ça me paraît totalement incongru. Alors maintenant qu'on soit amené à utiliser d'autres moyens pour faire du chiffre d'affaires, quand peut-être on a des difficultés ou quand on a des opportunités, là je le conçois. Mais je pense que surtout à la base, il ne faut surtout pas penser ça, quoi. C'est-à-dire que si vous faites un restaurant, c'est pour gagner de l'argent. Sinon, ça ne sert à rien, il faut arrêter, il ne faut pas le faire. Je veux dire, il ne faut surtout pas le faire. On a des métiers, moi je refuse de dire que le parent pauvre, non, c'est hors de question. Je pourrais avoir, sans aucune prétention, le meilleur restaurant au monde en mettant le magnifique filet de bar qui est pêché à l'île-Dieu, qui coûte 100 € le kilo, avec une superbe quenelle de caviar Beluga de chez Pétrosian, et le vendre à 100 €, je perds de l'argent. On peut me dire que je suis le meilleur, mais ça ne m'intéresse pas. Hein. Ça ne m'intéresse pas du tout. Hein. C'est hors de question. Moi, je dis à mes employés, je refuse de vous apprendre à travailler en perdant de l'argent. Non, je vous apprends à travailler, c'est pour gagner de l'argent. Et c'est pas une obsession du tout de l'argent. J'ai aucune notion absolue de l'argent, mais c'est surtout une nécessité. Je pense que j'ai appris mon métier, c'est pour me nourrir à moi et nourrir ma famille, à la base, avec toute la passion que j'ai pour ce métier-là. Alors de pouvoir penser qu'on va faire un restaurant et qu'on va vendre autre chose pour le rentabiliser, à la base, si vous faites ça, je pense que ça ne marchera pas. Voilà. C'est simplement mon opinion. C'est sûr que quand on prend des documents comptables de d'ailleurs toutes sortes d'entreprises, que ce soit dans la restauration ou ailleurs, et qu'on voit que le résultat d'exploitation est complètement négatif et qu'on assure l'équilibre avec d'autres sources de revenus qui consistent à vendre des terrains, à vendre autre chose, déjà au départ, c'est que ça ne tourne pas rond. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a choisi une activité, en principe, devrait être équilibrée dans son activité. Quand on reçoit, par exemple, en consultation des futurs créateurs d'entreprises hôtelières, et je rejoins ce qu'a dit ma collègue il y a un instant, ce qui est tout à fait stupéfiant, c'est que des gens qui sont ni cuisiniers, ni chefs d'entreprise, ni rien du tout, viennent dire « Tiens, je vais ouvrir un restaurant ». Alors, ils ne connaissent pas le b.a.-ba de quoi que ce soit, ils ne savent pas ce que c'est qu'un emprunt, et ils démarrent avec, si vous voulez, des projets complètement aberrants, du genre, il faudrait vendre une chambre 300 € à Saint-Basile de Messac pour faire un truc de 12 chambres. Donc là-dessus, si vous voulez, il y a quand même des problèmes de fond qui, finalement, expliquent ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est le nombre de dépôts de bilan extrêmement important qui se produit. Bon, alors après ça, comment on peut réagir sur les produits dérivés ? Nous avons Agis, c'est-à-dire les plats cuisinés avec la photo de Bernard Loiseau dessus, sur lequel il y a eu, je passe les détails, toute une série d'études de packaging pour savoir si la photo devait être de travers, devait être plus petite, plus grande et tout. Ce que je sais simplement, c'est que les ventes de produits et de plats cuisinés actuellement dans les hypermarchés s'effondrent. Bon, c'est-à-dire que pratiquement tous les plats des grands chefs se vendent de moins en moins bien. À 4,20 € le pavé de veau au cèpe, ça ne marche plus. Et il y a encore 2 ou 3 grandes marques qui font des choses, mais les ventes périclitent. Hein. Alors après, il y a prêter son nom. Mais il faut avoir une très grande notoriété, il faut une marque, il faut être très connu. Hein. Et ça ne se fait pas non plus en un jour. Et quant à prêter son nom pour faire des opérations, si vous voulez, qui n'ont rien à voir avec le secteur, ça se discute. Hein. Et là-dessus, c'est pas forcément, à long terme, en termes d'image, nécessairement une bonne chose. Hein. Vous pensez à quoi je pense, par exemple, que j'ai eu l'occasion de m'engueuler, entre guillemets, excusez-moi l'expression un peu vulgaire,
avec Bernard Loiseau quand il est allé sur Antenne 2 ou TF1 s'arroser de tarte à la crème à un moment donné et faire des péripéties avec Monsieur de Chavannes ou avec d'autres. Je ne suis pas persuadé que ce soit le meilleur moyen de promouvoir la qualité du travail dans ce métier-là. Lui disant qu'il se faisait connaître, ça a été très discuté, par exemple. Ou quand un grand chef fait une publicité pour des croquettes pour chiens, par exemple. Alors ça, il en prend la responsabilité. Pourquoi pas du corned beef, tant qu'on y est, ou effectivement toute autre chose. Ceci dit, ça pose quand même, parce que je ne pense pas qu'il l'ait fait par plaisir. Ah non, mais sans aucun doute. Voilà. Donc ça pose quand même, ça repose cette question de la rentabilité quand même. Et quelque part, capitaliser une image acquise sur une excellence professionnelle, sur d'autres secteurs, et chercher justement cette rentabilité à partir d'un fonds qui est une excellence gastronomique reconnue et qui permet d'élargir finalement le champ et d'équilibrer d'éventuels revers de fortune sur le cœur de métier, est-ce que ce n'est pas finalement aussi le moyen d'assurer une profitabilité à long terme ? Moi, je pense que c'est une solution à très court terme qui, sur le plan de la stratégie d'image et du management stratégique, pose beaucoup de questions. Donc vous êtes partisan du recentrage sur le métier ? Nous sommes pour le cœur de métier. Alors, par exemple, on a eu, nous, par exemple, la possibilité d'acheter des fonds de commerce dans Paris à 600 000 euros, plus les travaux, on arrive à 1 million d'euros, mais il faut voir un petit peu que c'est extrêmement difficile. Qu'est-ce qu'il y a encore comme possibilité de faire, par exemple, de s'orienter vers le métier de traiteur ? C'est pas le même métier. Alors, par contre, pour revenir aux nouveaux produits, qu'est-ce qu'il y a comme nouveaux produits aujourd'hui que l'on peut lancer ? Par exemple, on a lancé, à la demande de la clientèle, 2 salons fumeurs, dont un très récent, où on a déposé un brevet, parce que les fumeurs qui fument des cigares veulent manger en même temps, et on a organisé chez Tante Marguerite, on a déposé le brevet d'un système pour pouvoir, vu la loi qui est extrêmement compliquée actuellement sur le tabac, que ce soit les clients qui puissent eux-mêmes se servir leur plat tout en fumant. Ça, c'est avéré, c'est fait. Et nous en avons déposé le brevet. Est-ce que ça marchera ? Je ne sais pas. Mais on a répondu à une demande. À Saulieu aussi. Les gens qui finissent un repas qui a duré 3h30 et qui ont envie de fumer et de boire un Armagnac, ils ont maintenant un salon prévu pour ça. Bon, ça fait partie, si vous voulez, de l'évolution à la fois de la demande des clients, et ça crée quelque part un attrait supplémentaire dans les établissements. Bon, on peut peut-être trouver encore autre chose, mais voilà comment on essaie de rester dans le cœur de métier et rester en équilibre. Et j'insiste sur le problème de l'équilibre. C'est que cet équilibre, il est extrêmement difficile à maintenir. Pascal Gros, vous vouliez réagir sur cette... Juste une petite remarque. Je crois que ce que Bernard vient de dire est extrêmement important. Les produits dérivés, ça fonctionne si vous restez sur votre cœur de métier. Et je crois que le meilleur exemple pour l'instant, ou tout au moins le modèle qui semble pour l'instant tenir le mieux, c'est celui d'Alain Ducasse, qui, lui, est toujours resté sur son cœur de métier et en transférant sur les produits dérivés toute l'image qu'il avait en tant que cuisinier. Donc, il n'y a qu'à regarder tout ce qu'il fait en termes de formation, en termes, par exemple, de bouquins de cuisine, etc. On voit passer partout cette rigueur, cette qualité, cette innovation qu'il développe par ailleurs dans son métier de cuisinier. Donc je crois qu'il y a besoin d'avoir une cohérence extrêmement forte entre le métier de cuisinier et les produits dérivés qui vont avec. Et à partir de ce moment-là, effectivement, on arrive à construire, je dirais, une marque qui peut pratiquement s'extraire du personnage qu'il apporte et qui, à ce moment-là, permet effectivement de développer des revenus annexes pour une entreprise et de lui permettre d'accéder à la rentabilité. Mais je crois qu'on le veuille ou non, on part toujours du cœur de métier. Il ne faut jamais oublier qu'on est dans de la restauration et que derrière la restauration, il y a un cuisinier. Oui, j'entends bien ce que vous dites. Il n'empêche que, pour reprendre l'exemple que vous venez de citer, je ne suis pas certain que la rentabilité du groupe Alain Ducasse soit fondée uniquement et spécialement d'abord sur celle du Plaza ou de Louis XV. C'est sans doute en utilisant effectivement, comme vous le dites, en capitalisant l'image et l'excellence maintenue au Louis XV, au Paris et dans les autres établissements, qu'il arrive à gagner de l'argent sur autre chose. Sur le groupe Ducasse, il y a juste une petite remarque quand même, c'est que le groupe Ducasse ne porte que très très peu des investissements. C'est ça qui fait aussi que le groupe Ducasse est rentable. C'est-à-dire qu'il ne porte pas les investissements, c'est les investissements extérieurs qui portent les investissements, ce qui n'est pas le cas chez Loiseau, ce qui n'est pas le cas chez un certain nombre de restaurateurs.
Bien, sur ce sujet. Oui, sur le recentrage et la diversification, je crois que c'est important de séparer si le chef va être propriétaire de son affaire ou va être un chef salarié. Ça, si le chef est salarié, il va avoir envie de développer d'autres activités pour améliorer sa rémunération. Donc là, c'est un autre sujet. Si on revient sur l'exemple qui vient d'être dit, effectivement, il y a une vraie stratégie aujourd'hui de certaines entreprises de se développer via les mandats de gestion, c'est-à-dire être dans des lieux extérieurs, soit avec des partenariats avec l'hôtellerie, soit avec des partenariats avec des établissements de jeux, des partenariats avec des marques de luxe qui ont des immeubles pour s'implanter à un endroit particulier. Donc ça évite le loyer, le versement d'un loyer, ça évite l'achat d'un fonds. Et surtout, si on est sur des honoraires si on est sur un mandat de gestion, il y a des honoraires de gestion, ce qui fait que l'entreprise qui gère le restaurant est sûre de dégager une marge certaine, puisque l'ensemble des charges vont être supportées par l'investisseur. Il n'y a pas de charge de rénovation, et quelquefois certains exemples qui ont été cités, les charges salariales sont payées par l'investisseur, par l'hôtelier en l'occurrence. Merci pour cette précision. Je vois que l'heure tourne. Il est peut-être temps de passer la parole à la salle. J'imagine qu'il doit y avoir quelques questions à poser ou des réactions ou des interventions. Je vois déjà quelques mimiques qui me laissent penser qu'il y a des réactions dans la salle. Alors, je ne sais pas s'il y a un micro baladeur. Oui, il est là. Alors, ben voilà. Donc une première question. Allô ? Si ça marche. Bonjour, Claire Thévenoud, je suis journaliste à Ouest France et j'ai deux questions. D'une part, étant donné qu'un bon restaurant n'est pas qu'un restaurant de haute gastronomie, ni un restaurant seulement parisien, est-ce qu'on peut avoir des bons restaurants ailleurs qu'à Paris, c'est-à-dire des bons restaurants comme le définissait Yves Cantbord, avec des produits qui ont du goût, qui soient bons et un service correct et qui soient rentables en dehors de Paris. Et ma deuxième question, sur le modèle plus de la haute gastronomie, est-ce que finalement le modèle de l'Astrance à Paris qui a été récompensé l'année dernière par ne serait pas le modèle rentable par excellence, c'est-à-dire une petite salle avec peu de couverts et une carte unique malgré les étoiles, ou plutôt, oui, malgré les étoiles. Voilà. Bon, moi, je veux répondre par rapport au moins à la Bretagne. Hein. Après, je ne peux pas me permettre de dire s'ils sont rentables ou pas rentables, étant donné que ce n'est pas moi qui les tiens. Mais je pense qu'à la Bretagne est l'une des régions de France où il y a une jeunesse qui a totalement explosé. Il y a Saint-Brieuc, je ne vais pas tout citer, mais à Saint-Brieuc, par exemple, Baudic, le Youpala, c'est extraordinaire. Après, je ne sais pas s'ils sont rentables. Ils ont des restes. Ah oui, non, mais je peux pas. Je ne suis pas leur expert comptable. Alors je ne peux pas vous répondre à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que s'ils y sont, ils s'y tiennent le coup, c'est que ça va. Il faudrait leur poser la question à eux. Mais je sais qu'une chose, pour les connaître professionnellement, que c'est des jeunes qui se sont installés. Il y en a plusieurs à Rennes aussi, il y en a 2 ou 3, qui ont une jouissance, qui ont un plaisir, qui font une cuisine qui est super personnalisée vis-à-vis des produits bretons et autres. Et je pense qu'ils sont rentables, sinon ils n'existeraient pas. Je ne sais pas si Régis Marcon est arrivé, mais je pense qu'il pourra apporter une réponse éclairée à cette question sur est-ce qu'on peut être un bon restaurant et rentable en dehors de Paris. J'ai pas répondu. Oui, bien sûr. Oui. C'est rentable, sauf que, attendez, c'est comme si moi, je vais prendre l'exemple de chez moi, parce que c'est facile pour moi de Pau. Je suis béarnais. Si vous faites un restaurant sur le pic du Midi d'Ossau, pour le faire rentable, là, il va falloir être costaud. Non, mais c'est par rapport à la situation à un moment donné. C'est vrai qu'après, il y a des gens qui ont une force, une conviction, qui sont capables d'aller se mettre dans un club perdu sur le Larzac, et qui vont se battre et qui vont arriver. Ils vont y arriver. Mais ils vont y arriver dans la difficulté. Ça va être très très dur, c'est sûr et certain. C'est sûr que de s'installer à Paris dans le 6e arrondissement, je prends beaucoup moins de risques. Mais j'en suis conscient. Moi, je suis admiratif des gens qui s'installent souvent en province, parce que c'est beaucoup plus dur. À Paris, on a une chance qu'on a un potentiel client qui est énorme. Mais après, je pense que même en province, il y a quand même une stratégie à un moment donné de faire attention où on s'installe.
Voilà, je sais pas, je connais pas la ville de Tours, mais bon, il y a Benoît qui est deux places au-dessus de vous, qui a été restaurateur ici, on en parlait tout à l'heure. Il s'est installé et maintenant il cherche une nouvelle affaire. Il cherche une nouvelle affaire vers le centre-ville parce qu'il sait très bien qu'il y aura un potentiel client plus important. Mais après, comme vous dites, un bon restaurant, c'est surtout pas obligatoirement un restaurant étoilé, ça veut rien dire pour moi. Un bon restaurant, ça peut être un restaurant très simple, ça peut être très 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 bon. Il doit être rentable. Je pense que s'il y a une conjoncture locale, à proximité, un potentiel client très important, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas rentable. Mais après, il y a des gens qui sont placés, je vous dis, à l'autre bout, dans des coins perdus, qui arrivent à avoir la rentabilité. Mais certes, c'est beaucoup plus difficile. Et je m'excuse, après, vous m'avez parlé tout à l'heure par rapport au second service. Donc, ce que j'expliquais tout à l'heure, pour avoir une bonne rentabilité, moi, je reste, c'est ma conviction personnelle, mieux vaut 40 personnes assises en salle et en faire 50 tous les soirs qu'avoir 100 places assises et en mettre que 30 dedans. Et puis, il y a une chose qui est importante, c'est que si vous avez une salle de 100 personnes, où vous y mettez que 50 personnes, l'ambiance, c'est moyen. C'est moyen. Si vous prenez de toute façon, il y a un exemple maintenant. Alors, il y a une tendance actuelle. Si vous me permettez, pour qu'on ait la possibilité d'avoir un échange et un dialogue et un maximum de questions, d'abord, merci de nous rejoindre et de participer à cette table ronde. Je crois que vous avez été plusieurs fois cité, voilà, et vous allez pouvoir contribuer à ce débat. Je vois que Gérard Cagnard a le micro en main et voudrait bien poser ou réagir ou poser une question immédiatement. Oui, pour réagir non, mais conforter et corroborer ce que vient de dire Yves Candebord, qui éclabousse de son bon sens ce débat. Je dis éclabousser volontairement, parce qu'il a dit, et je vais repartir sur sa parabole par rapport au bar, acheter 100 francs, 100 € le kilo avec le caviar dessus et 12 couverts. Le seul juge de notre talent, c'est le public. Donc si le restaurant est à moitié vide ou à moitié plein, il y a un problème. Donc lui, il a tout compris. Hein, il a pris son restaurant en 93 après un parcours très technique, de grands cuisiniers, dans des très belles maisons qu'il a citées, que je connais toutes. Et puis il s'est dit, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que mon client va être capable de payer? Il s'est dit, bon, et donc il a très bien expliqué, il est revenu dans son cœur de métier, d'aubergiste, de cuisinier, avec ce côté d'homme de terrain. Il est courageux comme c'est pas possible, et il s'est dit, il faut que je bosse, il faut que mon restaurant soit agréable. Il a dit très justement, j'aurai des très bons vins, mais il n'y aura pas de sommelier. La jeune fille ou jeune homme sera courtois, gentil, accueillant. Il fera goûter et il posera, et elle partira à l'autre table avec un petit mot pour chacun. Donc il a tout compris. En 93, c'était l'époque de la crise. En 93, il faut savoir qu'il y a 15 ou 20 restaurants étoilés qui ont passé la trappe. Donc il a compris le marché et il s'est investi comme un cuisinier aubergiste parisien. Donc sa force, c'est ça, c'est qu'il a les racines d'un homme dans la province où on sait que c'est dur et qu'il faut des bons produits. Et puis il l'a adapté très naturellement. Et c'est vrai que cette parabole du bar à 100 € le kilo avec le caviar dessus, je l'avais dit à Negelen en 85, l'année de mes 2 étoiles, j'avais dit un jour, il y a un gars, je me rappellerai très bien, il y a un gars qui mettra une langoustine, on est en 85, hein, les années de Free Mitterrand tapis, pour toujours mettre ça dans l'histoire, hein, ça te fait rire, mais c'était un peu ça. J'avais dit, il y a un type qui va faire une assiette, 1 mètre sur 1 mètre, il mettra une langoustine, pêchée au large des côtes écossaises, avec une feuille de ciboulette dessus, 3 Japonais autour, qui mettront chacun des petits bouts de bazar autour. Ils vendront ça à l'époque, je disais 150 francs, je disais à l'époque. Hein. Et un jour, il y a un gars qui fera ça et ça marchera. Ça durera parce que ça durera pas longtemps, mais ça durera. C'est comme la parabole du bar. Donc c'est vrai que le bon sens est important aujourd'hui. Tu peux nous rappeler où ça marche, non? Tu veux le dire? Non, on est quelques-uns à le savoir, mais pas tous. Le bon sens est vachement important. Et je crois qu'il y a un public de jeunes, il y a un public qui sont demain. Donc on est là pour transmettre. Et j'aime bien cette transmission parce qu'il va à l'essentiel. Monsieur a parlé de cœur de métier, on a parlé de produits dérivés qui se cassent la gueule, mais ça va être de pire en pire. Ça, c'est évident. Les années, si vous voulez, tout le monde a fait de l'histoire ici. Il y a eu les années de reconstruction, ensuite il y a les années de consommation et de loisirs. Et maintenant, depuis 1998, on est dans une société de consolation. Vous voyez, construction, consommation, consolation. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dès qu'on fera une erreur, on ira au tapis. Et aujourd'hui, le gars qui va ouvrir son restaurant sans savoir s'il a des clients, qu'il a un projet et qu'il a un savoir-faire, c'est pas la peine qu'il ouvre son restaurant. Donc, je pense que je le dis, c'est un exemple pour les jeunes, c'est un exemple pour la profession, parce qu'il a utilisé les racines, le courage, un énorme savoir-faire,
il parle de ses produits avec amour et il parle de ses clients avec amour, donc il a tout compris. Bon, Gérard, on sait que toi aussi tu parles de ton métier avec amour et tes clients avec amour. Je voudrais passer la parole à Régis Marcon pour peut-être qui nous dise un peu comment est-ce qu'on fait pour à Saint-Bonnet-le-Froid. Je ne sais pas si c'est tout à fait comparable à Saulieu, la situation de Saulieu, mais à Saint-Bonnet-le-Froid quand même, il faut le dire, conserver et briller dans son établissement en étant rentable. Je l'espère. Bonjour à tous, excusez-moi de mon retard, je n'ai pas pu faire autrement. Oui, pour répondre à votre question, mais je crois comme partout, il faut travailler. Hein. Il faut se lever le matin, il ne faut pas s'oublier. Ça, c'est la première des choses quand on veut rentabiliser une affaire. Et puis, c'est un travail de tous les jours, savoir aussi bien calculer ses marchés. Ça, c'est la base du métier. Et je crois que ce qui fait la réussite de mon établissement, c'est un couple, parce que ma femme est là. Et c'est elle qui prend toute la part de gestion. Et c'est vrai que le binôme marche bien. Il marche bien depuis 30 ans. J'espère que ça va continuer. Mais il y a la transmission aussi, parce que mon fils est là. Et on parle de rentabilité. Et la première chose que l'on a fait, bon, bien sûr, il a fait son petit tour d'Europe de maison pour apprendre le métier, la technique qui est importante, savoir comment ça se passe dans notre maison, mais surtout avoir des notions de gestion, parce qu'elles sont indispensables dans une maison qui a déjà un petit peu de bouteilles. C'est important. Mais bon, c'est vrai qu'avant tout, c'est faire corps avec sa clientèle. Bon, Saint-Bonnet, c'est différent. Saulieu, c'est différent. Chaque maison est différente. C'est vrai que si vous parlez d'emplacement, Saint-Bonnet, c'est vraiment pas bien placé. C'est différent. Monter à Saint-Bonnet, verrez, c'est différent. Mais c'est peut-être en même temps... Michel Bras a lancé un petit peu ce tourisme touristique. Peut-être, il en est un des précurseurs. C'est vrai que c'est une chance maintenant. Ça l'était peut-être pas il y a 30 ans. C'est une chance maintenant parce que nous sommes à 1h30 de Lyon. Il y a X virages pour monter à 1200 mètres d'altitude. Donc c'est vraiment une démarche. On a une clientèle qui nous suit. Et elle fait vraiment cette démarche volontaire. Et c'est ce qui explique un petit peu peut-être notre rentabilité maintenant, puisqu'on parlait un peu en termes de chiffres, j'étais là tout à l'heure quand vous en parliez. Notre établissement, c'est 97-98% de taux remplissage à l'année. Hôtellerie et restauration. Mais est-ce que ça durera? Non, n'applaudissez pas, c'est simplement une grande chance pour nous, parce que c'est pas évident. Ce matin, c'était moins 3 degrés, l'établissement complet, c'est pas évident. Arriver à attirer les clients dans notre maison. Mais avant tout, je crois que c'est comme dans tout métier, c'est y croire. C'est y croire tous les jours. Savoir que dès le matin, vous levez, il y a des difficultés, et savoir les contourner, savoir les absorber. Et bon, après tout, dans d'autres métiers, c'est beaucoup plus difficile. Mais je prendrai l'exemple d'un journaliste qui m'a pris un petit peu, qui a transformé un peu mes propos il n'y a pas longtemps à propos d'Olivier qui vient de laisser ses 3 étoiles. Il me disait c'est dur, le métier c'est dur, votre métier. Je dis non, notre métier il est dur, soit, mais mettez-vous à la place d'infirmières qui sont au chevet de malades en fin de vie, c'est quand même autre chose, bon sang. Nous on a la chance peut-être d'avoir un métier dur, peut-être, mais tous les jours je côtoie des clients sur des anniversaires, des départs à la retraite, on fête quelque chose, on rend les gens heureux, ils sont là pour ça. Et je trouve qu'on a un métier formidable et il faut le dire, il faut éviter ce pessimisme dans cette profession. Ah, évidemment, les difficultés économiques sont là, bien sûr, il ne faut pas les nier, mais avant tout, il faut savoir qu'on a un métier fabuleux et il faut le dire. Et il faut savoir aussi parler autre chose que du chef, d'autres personnes que le chef, parce que vous avez quelque chose qui est primordial, c'est le service. Et ça, c'est important qu'on en parle, parce que le service est... Merci pour tous les jeunes des écoles hôtelières ou des centres de formation d'apprentissage qui sont présents dans la salle. Je pense que ces propos très mobilisateurs vont les toucher. D'autres questions? Oui. Alors, allez-y, monsieur, puisque vous avez le micro en main. Alors, moi, je m'appelle Hervé Chardonneau, je suis l'ancien chef et co-gérant des Linottes Gourmandes à Tours, et je voulais juste rebondir sur ce que vient de dire monsieur Régis Marcon. C'est que si des gens comme lui réussissent, c'est qu'il y a une cohérence et une âme. Ils se sont concentrés tout dans leurs produits, leur travail. Donc, s'ils réussissent à notre époque, je pense que c'est juste pour ça, quoi. Il y a une âme et il y a du travail. Ils ne se sont pas égarés.
Oui, cette idée de cohérence est une idée importante à tous les éléments de la chaîne de valeur. La cohérence entre la salle et la cuisine, c'est tout à fait ça, quoi. Une autre question, peut-être? Il y avait quelqu'un qui avait levé la main. Oui, madame? Ah, il y a un micro là. Attendez, le temps que le micro arrive. Allez-y, monsieur. Vous avez parlé tout à l'heure pour le personnel, un service ou deux services. C'est la rentabilité, je suis d'accord avec vous. Mais quand on pense que les jeunes qui vont actuellement dans les lycées hôteliers, dès qu'ils se présentent, sur 10, il en reste que 6 ou 7 parce qu'on leur demande de travailler dimanche et jour férié, ce qui est normal dans la gastronomie. Mais que penser dans des grands hôtels-restaurants des Champs-Élysées où beaucoup d'étrangers viennent? Le service devrait finir vers 23h, 23h30. Le personnel est là. Comme les fumeurs doivent sortir à l'extérieur pour fumer, ils finissent facilement à minuit et demi, 1h, 1h30 du matin. Les jeunes apprentis doivent rentrer chez eux, soit en taxi, soit il faut acheter une voiture. Il faut louer le parking vers les Champs-Élysées ou Concorde ou autre. Voyez les frais que ça fait. Comment voulez-vous qu'on puisse arriver à trouver du personnel si c'est l'histoire de fumerie et autres ne peut pas trouver preneur? Et je gêne énormément les restaurateurs à ce sujet. Bon, c'est une opinion, une affirmation. Je vous rassure tout de suite, dans les écoles hôtelières, toutes types confondus, on a à peu près entre 80 et 90% d'assiduité de maintien. La déperdition est relativement faible. Peut-être un problème de recrutement, ça c'est autre chose, mais la déperdition est relativement faible. Bien, il y avait une autre question, madame, oui. Oui, tout à fait. Moi, depuis tout à l'heure, j'entends parler d'un bon restaurant. Je voudrais dire, et vous l'avez bien dit malgré tout, qu'un restaurant, c'est une entreprise. Et j'étais un peu sidérée aussi de voir qu'on ne parle pas de ces métiers de la salle qui sont essentiels. On a beau être un bon cuisinier, le meilleur du monde, si l'assiette est mal apportée, ça a été mal vendu, ça passera moins bien. Donc la particularité des gens que vous avez sur le plateau qui sont des professionnels, ils sont dans leur salle de restaurant et souvent ce sont eux qui prennent la commande. La prise de la commande est essentielle. C'est du marketing tout simplement. Inciter à prendre le produit du jour ou essayer d'équilibrer, vendre du vin, vendre l'apéritif, c'est un vrai métier. Et en plus de ça, un bon restaurant, il marche parce qu'il y a une équipe, il y a une motivation. Lorsque, il y avait souvent la course à l'étoile, maintenant on est plus sur le Michelin, etc., parce que ça correspond plus à un créneau de clientèle, mais il faut que c'est un travail d'une équipe, c'est pas le travail d'un homme, c'est pas le travail d'une femme, c'est le travail d'un ensemble. Donc un restaurant, pour moi, c'est une entreprise, et quand on aura intégré ça, ça découlera une politique salariale, une politique des horaires. Vous avez parlé d'annualisation du temps de travail sur lequel on ne va pas suffisamment. Donc si je devais dire un message, il faut que le cuisinier sorte de sa cuisine, qu'il vienne écouter ses clients. Et en plus de ça, ce client-là, il faut aussi l'éduquer. Je suis désolée, lorsque vous allez arriver dans une ville où vous avez réservé un hôtel à 19h30, vous n'êtes pas encore arrivé parce qu'il y a eu une grève de train ou autre, vous passez un coup de téléphone pour dire, écoutez, gardez ma chambre, j'aurai du retard. Un restaurant, ça ne se produit jamais. Donc je crois que le client, il faut qu'il prenne aussi l'habitude. Lorsque vous allez chez un coiffeur à 18h et vous demandez d'avoir une permanente, on ne le fera pas parce que le salon ferme à 19h. Dans un restaurant, on se croit tout permis, on arrive en retard, on ne décommande pas. Donc il faut aussi que notre client prenne des réflexes. Nous sommes des entreprises avec des horaires à respecter, etc. Bien, on n'a pas de représentants des consommateurs, sauf consommateurs que nous sommes ici. Alors bon, donc, mais je pense que nous serons assez d'accord avec cette remarque, à ceci près quand même que la recherche du plaisir, enfin c'est quand même le client qui est maître de la façon dont il éprouve son plaisir dans des maisons. Et je crois que même si on peut déplorer certains comportements, Monsieur Jean Bardet souhaitait intervenir. Juste une chose. J'ai commencé le métier il y a 30 ans. La guerre cuisine-salle existait. Moi, je peux vous assurer que maintenant, c'est fini. C'est pour ça que je veux dire, c'est totalement tombé ce fait de dire la salle, la cuisine, on est une équipe, on fonctionne ensemble. Il n'y a vraiment plus de guerre. Salle-cuisine, heureusement que c'est des époques totalement dépassées.
Bien, Jean Bardet souhaitait intervenir. Je m'étonnais qu'il ne l'ait pas fait plus tôt. Merci Jean-Marie Panazol. Le thème, c'est tout de même, est-ce qu'un bon restaurant est-il rentable ou non? Alors, vous savez que j'étais restaurateur il n'y a pas très longtemps, étoilé, bien entendu. Je sais ce que ça comporte une étoile, n'est-ce pas, Régis Marcon? Parce qu'on ne vient pas uniquement chez vous pour manger, mais on vient aussi quelque part pour voir si ça les vaut. Bon, c'est aussi une démarche. Alors, le bon restaurant peut être rentable, à mon sens. Le bon restaurant, mais peut-être moins le grand restaurant. C'est une chose différente. Yves, tout à l'heure, parlait du filet de bar avec une cuillerée de caviar de chez Pétrosian. C'est vrai que chez nous, nous sommes obligés, hélas, d'une manière, on est un peu frustrés, enfin moi j'ai été frustré très longtemps, de travailler des produits rares et coûteux. Voilà, parce que nous avions une étoile. Et tout le monde le sait, madame vient de le dire tout à l'heure, qu'une étoile, une toque, une note n'a pas une valeur absolue. On peut très bien manger, se régaler dans des restaurants non étoilés, des restaurants simples, avec une cuisine juste de saison, de qualité. Alors le petit restaurant, le bon restaurant, peut être rentable. Peut être rentable à partir du moment aussi où on est, comme encore le vient de dire madame, gentil avec les gens, où il y a une bonne équipe, où on aime la clientèle. Chez nous, nous avons toujours aimé les gens. Il n'y avait pas d'interdit. Ils arrivaient à l'heure qu'ils voulaient, ils partaient à l'heure qu'ils voulaient, ils dormaient à l'heure qu'ils voulaient, ils prenaient le petit déjeuner à l'heure qu'ils voulaient, les chiens n'étaient pas admis, ils étaient bienvenus, les fumeurs également à cette époque-là. Donc, lorsque je vois quelquefois dans certains guides, même de la Touraine gourmande, des jeunes restaurateurs qui mettent sur la carte fermeture tel jour, tel jour, tel jour, plus tel jour, bon, d'accord. Première prise de commande de 12h30, c'est arrivé. Dernière prise de commande 13h30, et le soir, souvent, c'est 21h. Eh bien, écoutez, je pense que ça ne va pas, quelque part. On est comprenez. J'ai même vu dans un restaurant, il n'y a pas très longtemps, veste et cravate obligatoire. Chien non admis, téléphone portable éteint. Quand on paye 250 € le morceau, ça fait un petit peu difficile. Donc je pense que les restaurants, qui sont des bons restaurants de région, parce qu'il faut d'abord être un cuisinier avant de devenir un Ducasse, un Régis Marcon, il faut d'abord être cuisinier, parce que les gens pensent qu'aussitôt qu'ils sont installés, ils veulent avoir des étoiles. Et je vous dis, ça n'a pas une valeur vraiment absolue. Alors quand on voit un restaurant, c'est autre chose. Le grand restaurant, eh bien c'est vrai, il y a des charges, il y a du personnel, il y a aussi des qualités, des produits qui sont aussi luxueux et coûteux. Et ça ne nous amuse pas parce que c'est vrai, vous me disiez une cuillerée de caviar, eh bien est-ce que, d'après moi, dites-moi si le caviar a plus de richesse organoleptique que des rillettes que faisait Ardouin avant. Bon, ça reste à prouver. Alors tout ça, ça fait qu'on rentre dans une spirale de confort, de qualité, de personnel. Vous avez généralement 5 ou 6 garçons déguisés pas en pingouin, je dirais en condor, vous savez, qui guettent votre assiette comme un accident de la route, là, qui joue. Et tout ça, cette espèce de cérémonial, eh bien, gêne un peu les clients. Et je pense que le grand restaurant, il faut aussi qu'il se démystifie, qu'il soit plus aimable, le grand restaurant, qu'il soit plus ouvert, peut-être aussi qu'il accepte de vivre avec sa commune, avec son endroit. Moi, à Tours, j'avais des gens qui me disaient, écoutez Jean, ou à Sophie, parce que Sophie s'occupait de ça, et ça se rejoint à Régis, que c'est vrai, dans une maison, il faut une équipe et il faut une femme. Eh bien, on n'a que ça à mettre. Bon, ben, écoutez, on va vous faire manger quand même, hein, et puis on a un petit groupe, et puis on fait des petites fêtes et ça. Donc, il faut animer aussi son endroit. Et le grand restaurant, croyez-moi, en province, qui n'a pas justement le parc, qui n'a pas l'accueil, et qui n'a pas l'hôtellerie, comment voulez-vous que l'on remplisse nos affaires? Dans la région parisienne, il y a un tourisme d'affaires très important, il y a un grand tourisme, il y a des grands hôtels avec 200, 300, 400 chambres dessus, qui coûtent des milliers d'euros. C'est un peu normal que lorsqu'on a 80 cuisiniers dans sa cuisine, qu'on arrive à sortir quand même quelque chose de correct, parce qu'on peut travailler les assiettes, on peut faire un peu plus, etc. Voilà ce que je voulais dire un peu, mais en définitive, le bon restaurant peut être rentable. Le grand restaurant, il faut qu'il ait une situation, il faut qu'il y ait un cadre, il faut qu'il y ait de l'hôtellerie, il faut aussi de la pérennité. Et puis, comme disait Régis, eh bien, il faut savoir se lever le matin
pas compter son temps. Et tout ça, eh bien, c'est que c'est vraiment très enrichissant. Personnellement, moi, dans ma carrière, 50 ans de cuisine, plus de 40 ans de patron restaurateur, je me suis beaucoup enrichi au contact des gens, de mes clients. Et croyez-moi qu'ils m'ont beaucoup apporté parce que j'ai rencontré des gens qui étaient de loin plus intelligents, de loin plus connaisseurs que moi, de loin plus compétents que moi dans d'autres domaines dont on parle beaucoup moins, pas assez à mon sens, et que le cuisinier, eh bien, il faut qu'on arrête peut-être aussi de starifier ce métier. Nous sommes des bons artisans, nous ne sommes pas des artistes, et il faut un peu plus d'humilité dans notre travail, parce qu'il y a tas de gens qui mangent au restaurant, et ils ont tous chacun leur idée sur ce qu'est le bon restaurant. Merci Jean. Merci Jean pour ce témoignage. L'heure tourne. Je sais que c'est toujours un peu frustrant. Alors je vais peut-être être un peu désagréable, mais je l'assume parce que nous avons un moment de plaisir et de convivialité qui nous attend, qui est organisé par des élèves d'une école hôtelière, mais j'aurai l'occasion d'en reparler. J'aurais peut-être laissé le mot de la fin à Régis Marcon et à Yves Candeborde pour clore ce propos sur le bon restaurant est-il rentable. Alors j'ai bien conscience qu'on n'a pas complètement répondu à la question, mais j'espère que nous avons au moins posé les bonnes questions. Moi, je vais parler pour tous les, parce que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes d'école hôtelière. Avant tout, pour faire un restaurant et pour qu'il soit rentable, il faut apprendre à travailler. Il faut savoir, c'est un investissement, c'est une passion, c'est de l'amour, mais il faut aller dans les bonnes maisons, dans les grandes maisons, apprendre à travailler, comprendre la philosophie des chefs. Et une fois qu'on a fait une carrière professionnelle, qu'on a été sérieux, qu'on a passé quand même au moins 2 années, voire 3 années par maison, il faut surtout arrêter un peu le zapping, parce que c'est pas en 1 mois, 2 mois, 3 mois de formation dans une maison que quelque part on comprend la philosophie du chef. Je pense que c'est une chose indispensable, que pour arriver à faire ça, il faut apprendre à travailler, il faut s'investir, il faut passer pas loin de 10 ans de sa vie à se dire je m'investis, j'écoute, je regarde. Et après, l'important aussi, c'est essayer de diversifier sa formation en essayant de faire 2-3 terroirs différents, c'est-à-dire passer quelques années à Paris, descendre sur Lyon, aller sur la Côte d'Azur. C'est quand même des terroirs. On a une chance en France d'avoir des producteurs, d'avoir des chefs cuisiniers qui défendent leur région, qui ont des vraies convictions et qui ont une vision obligatoirement différente de notre métier par rapport à la région, par rapport à leurs origines. Je crois qu'avant tout, si vous voulez faire des bons restaurants et qu'ils soient rentables, apprenez à travailler. Et après, la chose importante, si un jour vous créez votre entreprise, c'est faites ce qui vous ressemble. Faites ce que vous aimez. N'essayez pas de faire ce qui ne vous ressemble pas. N'essayez pas de rouler en Porsche. Si vous roulez en des chevaux, c'est génial. Vous allez vous faire plaisir. Bon, Régis Macron, je pense que vous faites ce que vous aimez. Pardon. Je pense que vous faites ce que vous aimez. Bah, il vaut mieux. Et que vous aimez ce que vous faites. Oui, en fait, je crois que tu as bien résumé. Avant tout, je crois un restaurant peut être rentable, bien sûr. Bon, il y a toujours des difficultés économiques qui peuvent se trouver, mais je crois qu'il faut vivre ce métier, il faut l'aimer, bien sûr, il faut le vivre avec passion et se dire qu'on ne peut pas le faire tout seul. Hein. C'est une équipe autour de soi, c'est un respect de ses collaborateurs. On ne va pas faire des discours là-dessus, mais je crois que c'est un peu comme une équipe de football. Hein. On y va tous et on essaye de s'entendre. Alors à partir de là, il y a la cohérence. C'est rechercher la cohérence, l'harmonie dans l'entreprise. Et c'est ça, je crois, ce qui va faire en sorte que les clients vont venir chez vous. Parce que pourquoi ils viennent au restaurant, les clients? Bon, pour traiter des affaires, pour passer un moment, pour des fêtes, pour des anniversaires, pour vivre une expérience. Et ils vont ressentir, les clients, s'il y a cette cohérence dans cet établissement, si la cuisine, elle correspond au service, si c'est un ensemble. Et cette harmonie, c'est le travail non seulement du chef d'entreprise, mais c'est d'une équipe. Et quand il y a du respect mutuel, tu disais que la barrière entre la salle et la cuisine, c'est fini. Heureusement. Il y a longtemps d'ailleurs que ça aurait dû finir. Et ça c'est important, parce que le client le ressent. Vous savez, quand les gens ressortent de notre restaurant, ils parlent bien sûr des plats qu'ils ont dégustés, on s'est régalé. Mais alors, la salle, quelle ambiance, on était bien. Je crois que ça, c'est la première chose qu'il faudrait retenir, c'est de dire le client, tu en as parlé Jean tout à l'heure, se sentir bien dans un lieu. Parce qu'après tout, on va dans ce lieu pour être bien, pour passer un bon moment. Et si on se sent bien, on a envie d'y revenir et on a envie d'en parler aussi.
Voilà la clé de la réussite, je crois. Merci. Merci à tous les professionnels et tous les intervenants de cette table ronde. Et je vous invite donc maintenant à rejoindre la salle de restaurant.